Mesdames et messieurs, bienvenue à ma deuxième conférence qui porte sur le patrimoine riche de la MRC d'Autrey. Aujourd'hui, nous allons visiter les trésors des municipalités de Lanoraie, la Valtrie et la visitation de l'île du Pas. Pour ceux qui ont raté ma première conférence, disons que les informations que je vais vous livrer sont tirées d'un rapport qu'un groupe mandaté par la MRC d'Autrey en 2013 avait produit sur l'inventaire qu'ils ont dressé du patrimoine bâti du territoire de d'Autrey. Alors, dans leur rapport, ils ont fait état de plusieurs centaines de bâtiments qu'ils ont inspectés, évalués et répertoriés et classés dans leur rapport selon un critère de valeur patrimoniale, pour arriver à une valeur patrimoniale. Ils ont considéré l'âge du bâtiment, sa valeur historique, sa valeur architecturale, son état physique, son environnement, tout ça pour pondérer ça et arriver à déterminer une valeur patrimoniale de tel et tel bâtiment. Alors, ces valeurs patrimoniales vont de faibles à moyennes, à fortes, à supérieures et à exceptionnelles. Alors, vous comprendrez que pour aujourd'hui, j'ai dû me restreindre parmi toutes ces centaines de bâtiments-là, même dans les 3 municipalités dont il est question. Alors, je n'ai choisi de vous présenter que les bâtiments qui sont classés supérieurs et exceptionnels au niveau de la valeur patrimoniale. Alors, d'abord, voyons le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors, en premier lieu, on va se rendre à Lanoraie, où on va voir les bâtiments qui sont classés supérieurs, comme la maison Honoré-Beaugrand, la maison Louis-Joseph Doucet, l'église Saint-Joseph et le presbytère Saint-Joseph, et le 457 rue Grande-Côte-Est. Maintenant, il y a 4 bâtiments qui sont classés exceptionnels à Lanoraie. Vous avez la maison des serviteurs du manoir d'Autrey, le 987 rue Grande-Côte-Ouest, la chapelle Sainte-Anne et la maison Hervieux. Puis nous allons nous déplacer vers la Valtrie, où là, il y a 5 bâtiments qui sont classés supérieurs. L'église Saint-Antoine, la maison Rosalie-Cadron, le presbytère Saint-Joseph, le 240 rang Saint-Jean-Sud-Est et ce qu'ils appellent la maison du Meunier. Malheureusement, il n'y a pas de bâtiment classé exceptionnel à la Valtrie. Puis, on se rend à l'île du Pas pour terminer la conférence, où il y a 4 bâtiments qui sont classés supérieurs. Il y a l'église de la Visitation, puis 3 maisons dans le rang de l'île du Pas, le 420, le 740 et le 370. Puis nous allons terminer la conférence en regardant l'édifice classé exceptionnel à l'île du Pas, soit l'ancien presbytère. Alors voici, on part avec Lanoraie. Alors Lanoraie est construite sur le site de l'ancien village Huron, qui avait accueilli Jacques Cartier de façon agréable en 1534. Au milieu du 19e siècle, il y a une locomotive qui arrive en gare à Lanoraie. C'était un train, une voie ferrée que l'industrieux et entrepreneur homme d'affaires Barthélemy Joliette avait fait construire entre Joliette et Lanoraie. Parce que monsieur Joliette avait besoin d'un accès au fleuve parce que le transport des bêtes et de toutes sortes de marchandises se faisait possiblement presque uniquement par voie fluviale plutôt que par voie de route ou voie ferrée. Alors, il a fait construire cette voie ferrée et il y avait une formidable locomotive qui s'appelait Dorchester qui arrivait en gare à Lanoraie
et qui déchargeait des animaux et de la marchandise. Il y avait aussi un bateau à aube à l'époque qui faisait la navette 2 fois par semaine entre Lanoraie et Montréal. Puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, imaginez-vous, il y a eu une construction, il y a eu des chantiers de construction navale à Lanoraie. On disait qu'à l'époque, il y avait à Lanoraie autant de navigateurs que d'agriculteurs. Parmi les personnages célèbres qui sont originaires de Lanoraie, mentionnons entre autres Honoré Beaugrand, dont je vais vous parler un peu plus tard, tantôt. Alors, voici justement la première maison qu'on va voir, c'est la maison Honoré Beaugrand, qui est située le long de la route 138 et qui a été construite en 1792. Monsieur Beaugrand était né en 1800... il était en 1849. Il a habité, elle avait déjà une cinquantaine d'années quand il est allé habiter cette maison-là. Disons, donnons une description rapide de la maison. C'est une maison de style québécois, avec un toit à deux versants courbés, recouvert de bardeaux de cèdre. Et les murs, ce sont des planches verticales avec une baguette couvre-joint pour couvrir le joint entre deux planches. Les fenêtres, comme vous pouvez voir, sont des fenêtres à battants et à petits carreaux. Et la porte, c'est une porte vitrée moderne, par exemple. Voici une photo de M. Honoré Beaugrand, qui a été, dans sa carrière, il a été journaliste, écrivain, et il a été également maire de Montréal de 1885 à 1887. Puis il a été journaliste aux États-Unis et au Canada, et en 1879, il a fondé à Montréal l'hebdomadaire La Patrie. On voit ici les bardeaux de cèdre du toit, là, évidemment la cheminée de facture moderne. On voit ici le pignon de la maison qui est fait en bardeaux. Et on voit ici, évidemment, les fenêtres avec une chambranle moulurée. Les fenêtres, comme j'ai dit, sont des fenêtres à petits carreaux et à petits bois. Et on voit un gros plan où on voit les bardeaux de cèdre du toit, la planche du fascia et le revêtement mural qui est fait, comme j'ai dit, en planche verticale avec une baguette de bois qui recouvre le joint. Bon, maintenant je vous amène dans le cœur de Lanoraie, face au parc qui est devant l'église. Alors, c'est la rue qui longe le parc, c'est la rue Louis-Joseph Doucet, pardon. Et c'est la maison, justement, le 9 de cette rue-là, qui s'appelle la maison Louis-Joseph Doucet. Imaginez-vous donc que cette maison avait été construite sur la rive sud du fleuve et qu'elle avait été transportée en hiver en la tirant sur les glaces du Saint-Laurent. Et elle avait été amenée, heureusement, pas trop loin de la rive et installée sur des fondations. Alors, parlons d'abord de la maison. C'est une maison de style québécois, justement, avec un toit courbé, mais cette fois-ci est en bardeau d'asphalte, avec deux lucarnes à pignon. Et pour ce qui est des fenêtres, les fenêtres du rez-de-chaussée sont à petits carreaux, comme vous pouvez voir, et celles du toit de l'étage sont à grands carreaux. Vous avez des persiennes. Vous avez une porte à panneaux avec du vitrage et un imposte supérieur. Maintenant, parlons de M. Doucet. M. Doucet, en 1924, il a été couronné le prince des poètes canadiens, imaginez. Il était un grand ami d'Émile Laligan et ils faisaient tous deux partie de l'école littéraire de Montréal, dont les membres se réunissaient au Château Ramsay sur la rue Notre-Dame. Il avait fait ses études, au collège de Joliette. On voit ici des consoles qui supportent la mansée du toit. Et on voit ici une très jolie cuisine d'été qui a été rajoutée à l'arrière de la maison
et il y a une belle cheminée en pierre des champs. Et il y a une plaque sur la façade de la maison qui rend hommage au premier prince des poètes canadiens tel que c'est écrit sur la plaque. Ce monsieur, c'était justement Barthélemy Joliette, dont j'ai parlé tantôt, qui a fait construire cette voie ferrée entre Joliette et Lanoraie. Voici maintenant l'église Saint-Joseph, dont la construction remonte à 1862. C'était la troisième église de Lanoraie. Elle a été construite par des entrepreneurs Paquet et Godbout sur les plans de l'architecte J.O. Turgeon. Alors voyons un peu de quoi il s'agit. Alors c'est une église de style néo-roman. Pourquoi néo-roman? Parce que le roman c'est caractérisé par des arcs en demi-cercle. Pourquoi néo-roman? Parce que le style original roman datait du Moyen-Âge et il a été revenu à la mode au 19e siècle. On l'a appelé néo-roman. Alors, au niveau de l'ornementation, évidemment, il y a ce bel encadrement autour du portail principal et des frontons au-dessus des portails secondaires. Et la façade principale est toute en pierre de taille, c'est ce qui était remarquable. Un très joli clocher à 2 lanterneaux. Les murs latéraux sont en pierre à bosse, comme on va voir ici. Et la toiture, c'est une toiture qu'on dit à la canadienne, en tôle placée en diagonale, ce qui caractérise l'appellation à la canadienne. Voici les murs arrière qui sont également en pierre à bosse avec une cheminée en briques. Voici l'entrée sur le côté. Sur le terrain, en face de l'église, on a installé le clocher de l'ancien couvent, qui n'existe plus maintenant. Et ça fait un joli rappel, justement, à côté de l'édifice religieux. Voici la rosace au centre du mur, en pierre de taille, comme j'ai dit tantôt, avec tous des multiples cercles. Voici l'intérieur de l'église de 1862, qui est une nef à 3 vaisseaux, c'est-à-dire 3 parties à la nef. Maintenant, je vais vous parler de Louis Quevillon, qui est un décorateur sculpteur, qui a décoré beaucoup de l'église dans la région de Montréal principalement. Et de 1801 à 1805, il a travaillé sur l'église de Lanoraie. Sauf que c'est pas cette version-là de l'église, c'est l'église précédente sur laquelle il a travaillé en 1801-1805 à faire la décoration intérieure. Malheureusement, quand il y a eu un incendie en 1859, pratiquement toute l'œuvre de sculpture qu'il avait faite, c'est-à-dire la chaire, le rétable, ont péri dans l'incendie. Mais tout ça, je vais vous parler de M. Quevillon parce que, imaginez-vous donc, j'avais travaillé pendant 4 ans à la décoration de l'église de Lanoraie et la fabrique, qui n'était pas très argentée, a mis 22 ans avant de lui payer son travail. Alors, M. Louis-Amable Quevillon était né dans le quartier de Saint-Vincent-de-Paul à Laval. Il avait appris la menuiserie au contact d'un maître menuisier. Mais pour ce qui est de la sculpture, il avait appris par lui-même. Et grâce à des petits mandats que des curés sympathiques lui avaient fournis, il a réussi à surmonter un certain bagage d'expérience dans la décoration d'édifices religieux. En 1790, il décorait déjà plusieurs églises dans la région de Montréal. Et en 1800, il a étendu sa portée de travail, aller jusqu'à Québec, même dans le bas du fleuve. Parce que, outre la sculpture, il faisait également la dorure et la peinture des œuvres qu'il sculptait. Maintenant, après ça, il a fondé un atelier à Laval où il formait des apprentis pour leur enseigner le métier et en même temps,
il faisait faire du travail un peu à la chaîne, si on veut. Parce que imaginez, je donne cette photo-là en exemple, imaginez qu'un sculpteur a on appelle ça une frise à décorer. Alors, toutes ces dorures-là que vous voyez, c'est tout sculpté à la main, évidemment. Et pour un sculpteur de la taille ou de l'ampleur de M. Quevillon, ça aurait été un peu fastidieux. Alors, il faisait travailler ses apprentis à faire un travail très répétitif à la chaîne pour faire toute une série de motifs identiques qu'il ensuite peignait à la dorure, à la feuille d'or. Bon, maintenant, on va voir le presbytère de la Noret. C'est un presbytère qui date de 1887. Il faut dire que ça, c'est une photo telle qu'il était il y a quelques années. Maintenant, on a fait, probablement quand la vocation du presbytère a changé, on a fait des modifications, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur sur les façades. Ça, c'est l'ancienne façade. Alors, vous voyez, il y a un mur de briques. La base des colonnes est plutôt basse, tandis que, vous voyez, ici, c'est la version actuelle du presbytère. Alors, d'abord, la brique a été recouverte de planches de bois embouchetées. Et la base des colonnes a été rehaussée, les colonnes ont été changées pour des colonnes nouvelles. Et les fenêtres ont été changées également. Mais je dirais que tout le détail et l'esprit de l'ancien presbytère a été strictement respecté, à mon avis. C'est un très beau bâtiment de style, on dit vernaculaire américain néoclassique. C'est comme ça qu'il est classé comme style. On voit ici des jolies colonnes de style ionique. Il y a des consoles qui supportent l'avancée du toit. C'est un toit à deux versants en tôle agrafée. Ici, on voit l'arrière du bâtiment qui est tout à fait différent. C'est un appentis qui a été fait, mais avec un toit mansard à terrasson et brisé, avec encore là des consoles, et lui aussi a été recouvert de planches de bois. Et on voit les consoles qui ont été conservées quand même lors de la réfection des façades. Ici, c'est la nouvelle allure. Je trouve, moi, qu'il a la fière allure et que les architectes qui ont fait la restauration ont été respectueux du style d'origine du bâtiment. Ici, on voit une photo qui montre l'ancienne retour de corniche. On voit encore là, à ce moment-là, c'était le mur de briques qui était là. Et on voit des consoles sculptées qui supportent le retour de la corniche. Ici, c'est l'ancienne façade latérale avec des fenêtres. Je trouve que les nouvelles fenêtres sont plus intéressantes que celles-ci. Bon, maintenant, je vous amène sur le long de la route 138, qui est au 457 Grande Côte Est. C'est une maison qu'on ne peut plus traditionnelle du style québécois, à mon avis. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est très typique de ce qu'on peut attendre d'une maison de cette époque-là, c'est-à-dire de 1792 quand même. Alors vous avez, je vais la décrire rapidement, vous avez un toit à deux versants courbés, comme vous pouvez voir ici, avec trois lucarnes à fronton. Le petit toit sur la lucarne, on appelle ça un fronton. C'est des fenêtres à grands carreaux, comme vous pouvez voir, et une porte à panneaux vitrés avec une imposte, des impostes latérales et une imposte supérieure. Et la galerie qui fait deux façades est protégée par un toit supporté par des colonnes en bois tourné. Et les murs sont en briques, comme vous pouvez voir. C'est une très, très jolie maison, mais comme je vous dis, c'est une maison très typique, je dirais, du style traditionnel québécois.
Maintenant, on va passer dans la catégorie des maisons d'exception. La première, c'est la maison des anciens serviteurs, l'ancienne maison des serviteurs du manoir d'Autrey, qui date de 1821. Alors, il faut que je vous parle d'abord de la seigneurie d'Autrey. Celui qui était le seigneur d'Autrey, c'était M. Ross Cuthbert, qui était un des fils de James Cuthbert Senior, qui avait été un des seigneurs de Berthier à partir de 1765. Alors, à son décès, la seigneurie de Berthier a été léguée à James Junior et la seigneurie de Lavaltrie et d'Autrey ont été cédées à son fils Ross Cuthbert. Ross Cuthbert, comme son frère James, avait reçu son éducation à un collège britannique catholique à Douai, en France. Et à son retour au Québec, il avait étudié le droit et il a pratiqué le droit à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Il a été élu plusieurs fois député du comté de Warwick, qui s'appelle maintenant le comté de Berthier. Et il habitait le manoir d'Autrey. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune trace du manoir d'Autrey. Je ne sais pas où il était, je ne sais pas ce qui était devenu de ce manoir-là, mais je peux supposer qu'il était pas très loin de la résidence qu'il avait fait construire pour ses serviteurs. Lui, cette maison-là se situe au 701 rue Grande-Côte-Est. Alors, M. Cuthbert est décédé en 1861 et il a été inhumé au cimetière protestant de Sorel, parce que le cimetière anglican de Berthier n'a été constitué qu'à partir de 1866, soit 5 ans après son décès. Alors, juste une description rapide de la maison. C'est une maison traditionnelle québécoise, avec un toit courbé en tôle agrafée. Les murs sont des murs en planches à feuilles embouchetées horizontales. Des fenêtres à grands carreaux, des poteaux tournés qui supportent le toit au-dessus de la galerie qui fait 2 façades. La maison est très éloignée de la route, il faut savoir. C'est un immense terrain, très très profond, et il y a une magnifique cheminée en pierre qu'on va voir ici. Et on voit la galerie fait 2 façades. Ici, c'est une photo ou un dessin de M. Ross Cuthbert, le seigneur d'Autrey. Alors, c'est une très très jolie maison avec une porte à panneaux et vitrée avec un poste latéral et supérieur et un grand portail mouluré ainsi que des colonnes tournées pour le balcon. Regardez, c'est une très très jolie entrée, très classique, je dirais. Bon. Maintenant, je vous amène à une autre maison d'exception, encore là sur la route 138, mais au 987 Grande-Côte-Ouest. Imaginez que cette maison date du régime français. Elle date de 1730, c'est pas rien. Ça fait donc une maison qui a 250 ans. Alors, c'est une maison en moellon, comme on dit, c'est-à-dire en pierre des champs. D'inspiration française, évidemment, c'est l'époque. Avec une toiture courbée en tôle agrafée, à joints agrafés. Des fenêtres à grands carreaux, comme vous pouvez voir. Et des tirants en fonte qui servent à retenir, en forme de S, qui servent à retenir la pierre en place et s'assurer que le mur ne s'écarte pas. Alors, vous avez 2 cheminées, une magnifique cheminée en pierre et des encadrements de fenêtres moulurées. On voit ici le toit et la jonction entre le toit et la pierre.
on voit que les éléments ne font pas de cadeau à nos pauvres maisons, même si elles sont centenaires. Elles ont réussi à passer à travers tant d'hivers, 200 plus hivers, donc elles sont construites solides et elles peuvent en endurer encore plusieurs hivers. On voit ici une très belle fenêtre moulurée et des lucarnes à fronton. Bon, maintenant, je vous amène un autre bâtiment d'exception. C'est la chapelle Sainte-Anne dans le rang du Petit-Bois. C'est une construction qui date de 1890. Alors, c'est une chapelle votive de style, je dirais, néoclassique. Alors, elle est en relativement bon état. Les murs sont en blanche embouchetée. Il y a une niche dans l'axe de la façade où il y a une statue de la Bonne Sainte-Anne. On voit ici la porte d'entrée dont la seule ornementation est l'imposte supérieur et le petit chapeau au-dessus de la porte à panneaux. Et vous avez un joli clocher avec une cloche, évidemment, à un lanterneau. Alors, malheureusement, le clocher a besoin d'être redressé un peu, comme vous pouvez voir. Mais c'est quand même une belle œuvre en tôle moulée. Bon, maintenant, je vous amène voir mon coup de cœur de la journée, si on veut. C'est la maison Hervieux, qui date de 1835. Cette maison-là a appartenu à la famille Hervieux de la Noraie de 1882 jusqu'à 1956 quand même. Et c'est une architecture de maison qui a été fortement influencée par les maisons de Montréal. Il faut savoir que à Montréal, en 1731, évidemment, c'était pas la même problématique qu'à la campagne. Toutes les maisons sur les rues étaient contiguës. Alors, il y avait eu un incendie, c'est que le feu s'est propagé d'une maison à l'autre, et il y en a des centaines de maisons qui ont brûlé comme ça, parce que le feu se propageait d'une toiture à l'autre, à la toiture de son voisin. Alors, après ce malheureux événement, les autorités ont changé la réglementation pour construire. Ils ont exigé à partir de ce moment-là qu'il y ait des murs coupe-feu entre chacune des propriétés. Alors, comment on rend un mur coupe-feu? On le fait en matériaux évidemment incombustibles, c'est-à-dire en pierre. Alors, les murs de pierre, qui étaient les murs mitoyens entre les propriétés, devaient excéder en hauteur et en largeur les toitures pour éviter que le feu se propage d'une toiture à l'autre. Alors, ici, vous allez voir tantôt en détail, le mur ici, vous voyez le mur qui imite, qui n'est pas une situation de construction en ville, mais c'est en pleine campagne, mais quand même, on a imité le modèle qu'on voyait en ville. La pierre excède le plan de la façade pour donner une meilleure protection à son voisin. Alors, je dois vous dire que cette maison-là, d'abord, non seulement elle est une maison d'exception, mais elle a été classée comme bâtiment patrimonial par le ministère de la Culture du Québec en 1972. J'ai eu le bonheur de connaître l'architecte qui a restauré cette maison-là, ainsi que sa compagne. Alors, il s'agissait de Didier Poirier et sa compagne, Martine Amiot. M. Poirier est malheureusement décédé, mais Mme Amiot est toujours propriétaire de cette magnifique propriété. Alors, ici, on voit la porte d'entrée, qui est une porte à panneaux avec un petit imposte au-dessus. Si vous remarquez, dans la pierre, au-dessus de la porte, c'est gravé la date de la construction de 1835. Alors, quand M. Poirier et sa compagne ont entrepris la restauration de cette maison-là au début des années 70, ils ont fait beaucoup de recherches sur les origines ou comment étaient faites peut-être, je ne sais pas dans quel état était la maison à l'époque, mais je dis qu'elle devait être quand même pas mal
pas mal détérioré après presque 100 ans plus que 100 ans d'existence, 150 ans d'existence. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé aussi des matériaux qui étaient presque passés de mode ou presque plus achetables. Et ils ont trouvé surtout des artisans qui étaient capables de répéter des motifs tels que, mettons, la mouluration de ce cadre de porte ici, ou la fabrication de la porte à panneaux, comme on voit ici à l'entrée principale. Alors, ça a été le grand défi, j'imagine, de la restauration, comme n'importe quelle autre restauration de bâtiments anciens. Alors, on voit ici en gros plan les S en fonte qui retiennent la maçonnerie en place. Alors, il y a deux cheminées, une à chaque extrémité de la maison en pierre. Alors, c'est ce qui caractérise pas mal l'aménagement intérieur de cette maison-là. Ce sont les deux foyers en pierre à l'intérieur. Alors, ici, voici la pièce de bois qu'on a insérée dans la pierre. Ça s'appelle un corbeau et ça permet justement de répondre à la norme de la ville pour empêcher que le feu se propage d'un toit à l'autre. Alors, la pierre s'avance au-delà de la façade arrière, mettons ici, pour protéger la toiture d'un éventuel voisin où le feu pourrait être pris, mettons. Alors, on voit ici les jolies persiennes qui ornent la maison. Et ici, c'est la façade arrière de la maison, avec une porte qui est opaque, qui est pleine, et des fenêtres à persiennes. Alors voilà. Tout ça, ça a été fait dans le plus strict. La restauration, ça a été fait selon les normes les plus poussées de la vérité de restauration historique de l'époque, en consultant des experts et tout et tout. On voit ici la lucarne, une des lucarnes sur la façade principale, avec son fronton et son cadre mouluré. Et on voit ici un peu les bardeaux de cèdre. Et il y a de l'acier inoxydable qui a été installé pour assurer l'étanchéité le long des cheminées de pierre. Ce qui est merveilleux à cet endroit-là, la maison Hervieux, c'est que non seulement la maison a été restaurée, mais tous les autres bâtiments qui se trouvaient sur le site l'ont été également, et avec autant de soucis que la restauration de la maison elle-même. Ici, il y avait une espèce de petit hangar en pierre derrière la maison. Remarquez comme il est charmant et joliment restauré également. Il y a même une grange en bois, remarquez, qui a été restaurée avec des planches verticales avec des baguettes couvre-joints pour cacher les joints. C'est très très joli domaine. Ici, il y a un petit S dans le pignon de petit bâtiment en hangar. Ici, il y a même un lien qui a été fait entre la grange de bois et le hangar de pierre. Je ne sais pas si c'était d'origine ou si c'était rajouté par les restaurateurs, mais c'est fait tout à fait dans l'esprit du temps. Bon, on va quitter la maison à Vieux, hélas, à regret, pour se rendre à la Valtrie. La Valtrie, elle doit son nom à M. Séraphin Margane, qui était le sieur de la Valterie. La Valterie, j'ai bien dit. Et lui, il était originaire de Paris. Il était le lieutenant dans le régiment de Carignan-Salière. Et l'intendant Jean Talon, en 1672, lui a octroyé une seigneurie sur le bord du fleuve, à l'endroit qui est devenu la Valtrie. Alors, M. Margane a eu un petit-fils qui s'est appelé Pierre-Paul, et Pierre-Paul était un excellent administrateur, et il a fait prospérer la seigneurie de la Valtrie. Il a même étendu son territoire jusqu'au canton de Kildare. En plus de ça, M. Pierre-Paul a été député
du premier Parlement du Canada en 1792 comme député du comté de Warwick. Comme j'ai dit tantôt, c'est le comté de Berthier maintenant. Alors, la fille unique de Pierre-Paul va marier Gaspard Tharieux de la Naudière. La seigneurie va passer entre les mains de la famille de la Naudière. Ce couple aura 3 enfants, dont Charlotte de la Naudière, qui épousera Barthélemy Joliette. Eh oui, on le retrouve, celui qui va fonder la ville de Joliette, sur la partie de la seigneurie de la Valtrie qui avait été héritée par son épouse. Le régime seigneurial a été aboli en 1854 et c'est alors que la municipalité de la Valtrie a été créée. Avec son premier maire, c'est M. Jean-Baptiste Étu. Parmi les personnes célèbres qui sont originaires de la Valtrie, mentionnons Victor Bourgault, qui est l'architecte dont on va parler tantôt, qui a conçu l'église de la Valtrie, entre autres. Rosalie Cadron, qui a été la fondatrice des Sœurs de la Miséricorde. Et aussi le docteur Lacombe, qui a été le parrain de la loi Lacombe qui protégeait les petits débiteurs, ceux qui avaient des dettes. On va noter aussi que l'écrivain Yves Thériault est allé habiter à la Valtrie à un moment donné. La Valtrie, quand on parle de la Valtrie, on pense à la chasse-galerie. La chasse-galerie, c'est un conte qui avait été créé par Honoré Beaugrand, qui, lui, était, comme on l'a dit tantôt, de Lanoret, mais il a situé l'action de son conte à la Valtrie. Et le conte de la chasse-galerie raconte l'histoire de 8 bûcherons qui étaient dans le temps des fêtes, qui étaient dans leur camp de bûcherons dans l'Outaouais, et qui s'ennuyaient donc de leur blonde qu'ils avaient laissée derrière eux. Et ils ont tellement qu'ils ont conclu un pacte avec le diable en lui disant qu'ils vendraient leur âme si jamais le diable leur permettait d'aller voir leur blonde. Alors, le diable aurait permis que les 8 bûcherons prennent place dans un canot, et le canot a volé du camp de bûcherons jusqu'à la Valtrie, où les bûcherons ont pu passer le temps des fêtes en compagnie de leur blonde chérie. Voici une photo de M. Victor Bourgault, qui était l'architecte qui a créé l'église de Saint-Antoine, entre autres. Alors, cette église a été construite en 1869. La paroisse de la Valtrie a fêté son tricentenaire en 2016. Elle a été mise sous la protection de Saint-Antoine parce que les premiers missionnaires qui ont desservi la paroisse de la Valtrie, c'était les Récollets, qui ont une affection particulière pour Saint-Antoine. Alors, il y aurait eu, semble-t-il, une première église construite du temps du premier seigneur, M. Pierre Margane, c'est-à-dire le seigneur Pierre Margane. Il y avait eu une première chapelle de 15 par 15 en bois qui avait été construite. Puis, une première église en pierre a été construite vers 1770 sur les rives du fleuve, en même temps que le manoir seigneurial. Alors, ce qui est arrivé, c'est que en 1865, il y a eu une terrible inondation au printemps qui a miné les rives du fleuve vis-à-vis, entre autres vis-à-vis de la Valtrie, et l'église a péri. Cette même année-là, la même inondation printanière a causé des graves dégâts à l'île du Pas, où là, il y a eu 21 personnes qui ont été emportées par les flots, imaginez. Alors, dans les années qui ont suivi, on a reconstruit l'église vers 1869, mais dans le haut du coteau, tel qu'on voyait sur la première photo, pour être à l'abri justement de ces inondations-là. Alors, analysons un peu l'église
Alors, c'est une église de style néo-roman. Donc, on voit les arches sont en demi-cercle, donc c'est roman, néo-roman. Ici, il y a une niche où on voit la statue de Saint-Antoine. On dit que c'est un perron monumental parce qu'il est surélevé quelque peu par rapport au sol environnant. Il y a des magnifiques portes séparées de la porte à deux battants, à panneaux, et est séparée du tympan au-dessus par une série de denticules en bois. Alors, même si la façade est en pierre de taille, les autres murs qu'on va voir, c'est des moellons, c'est-à-dire des pierres des champs, avec du chaînage en pierre de taille. Voici la façade en pierre de taille avec la niche et le Saint-Antoine qui est là. Sur les murs latéraux de la partie principale, on voit les magnifiques fenêtres à grands carreaux avec des oculus. À l'intérieur, c'est une nef à un seul vaisseau. Et voici le chœur avec une série de colonnes qui font le tour du chœur. Voici les magnifiques portes avec des arches néo-romans, comme j'ai dit tantôt. Voici les deux clochers à double lanterneau. Triple lanterneau, pardon. Non. Bon. Maintenant, je vous amène à la maison Rosalie Cadron, sur la rue Notre-Dame, donc sur la route 138. Cette maison-là, imaginez, a été sauvée de la démolition en 1996. Son propriétaire, M. Jean-Paul Boisjoli, voulait la démolir, mais les Sœurs de la Miséricorde l'ont convaincu de la vendre pour la municipalité pour la somme de 1 $. Alors, la maison va être déménagée sur le site où elle est actuellement et elle va être taquardée en attendant qu'il se passe quelque chose dans le but de la conserver. Alors, en 2003, il s'est formé la corporation de la maison Rosalie Cadron pour la sauvegarder et animer la maison. Les travaux de restauration ont débuté au mois de février 2005 et dans le mois de mai de la même année, la maison ouvrait ses portes au public et les gens pouvaient visiter le rez-de-chaussée. Et l'année suivante, ils ont pu accéder au sous-sol où on exposait des arts domestiques. Alors, qui était Rosalie Cadron? Rosalie Cadron c'était ici, c'est une mère, c'est une femme d'abord qui est née dans cette maison-là. Et c'est là aussi qu'elle a eu 11 enfants, imaginez, avant de fonder, en 1848, la Congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Elle est décédée en 1864. Alors, c'est une petite maison dans le style québécois, très, très humble, avec un revêtement en planche horizontale embouchetée. Il y a 2 cheminées en briques. Ici, il y a un appentis derrière la maison. On voit une des cheminées en briques ici. C'est un toit de métal à tôle agrafée. Ici, il y a un petit hangar ou cabanon derrière la maison. Je ne sais pas s'il est d'origine ou pas. Il semble être plutôt moderne. Et voici la porte d'entrée de la maison. Une belle porte en bois à panneaux avec un imposte à la tête de cette porte-là. Il y a ici aussi sur le terrain, que vous pouvez voir, un espèce de four à pain qui est emballé pour l'hiver pour le protéger. Alors, je n'ai pas pu savoir l'histoire de ce four à pain-là, comme la maison Rosalie Cadron n'est pas accessible en hiver. Bon, maintenant, je vous amène visiter l'ancien presbytère de Saint-Joseph, qui date, lui, de 1911, quand même pas très vieux. Ah, c'est un bâtiment un peu de carré qui s'appelle de style Four Square Style. Alors, le vêtement extérieur, comme vous pouvez voir, c'est en briques.
Il y a des consoles, des retours de corniches qu'on peut voir. Il y a des consoles qui supportent l'avancée des corniches. On voit ici les consoles qui supportent les corniches. Le toit, évidemment, c'est un toit en métal à tôle agrafée. Il y a une galerie qui fait deux façades avec des poteaux qui supportent le toit au-dessus de la galerie. Il y a une magnifique porte d'entrée à deux battants avec des panneaux et vitrages avec un grand imposte supérieur. Et il y a, en 2019, on a décapé et rejointoyé les murs de briques. Ah, ça, j'adore cette maison-là. Elle est située sur le rang Saint-Jean Sud-Est. Une magnifique maison qui date de l'an 1800, imaginez. Donc, 221 ans aujourd'hui. Elle est faite, évidemment, comme vous pouvez voir, dans le plus pur style québécois, avec une toiture en courbe et un revêtement, vous allez voir tantôt, en métal à la canadienne. Les murs extérieurs sont en moellon et vous avez des fenêtres à grands carreaux avec des chambranles, des cadres moulurés. Très jolis, qui ont besoin de peinture, hélas, comme vous pouvez voir ici, mais quand même, ils ont de la gueule. Ça, c'est une très jolie porte d'entrée, avec une porte à panneaux avec une imposte supérieure et un carreau vitré. Ici, on voit la cheminée en pierre. Et il y a un petit rallonge qui a été fait en bois à l'arrière de la maison. Une autre vue d'une fenêtre à grand carreau. Et voici le toit arrière en tôle à la canadienne. Bon, ça c'est une autre maison. C'est pas ma préférée, mettons. On l'appelle la maison du meunier. Elle est située sur la rue Notre-Dame. Elle date de 1850. Je ne sais pas pourquoi on lui a donné une classification supérieure à cette maison-là. Moi, je lui trouve aucun charme. C'est une maison qui n'a pas de style particulier. J'ai vu des photos d'elle. Quand elle était peinte, les murs étaient peints en bleu, un peu le même bleu que les fenêtres, et c'était beaucoup plus joli que la peinture verte qu'on y a appliquée récemment, semble-t-il. Alors, c'est un toit métallique à deux versants. Les fenêtres, des fenêtres, un cadre un peu de style, mais pas plus que ça, avec un pignon ici au-dessus des fenêtres à battants à grands carreaux. L'arrière de la maison est sur pilotis, parce qu'il y a une pente dans le terrain et l'arrière est supporté par des poteaux. Et je pense que le meunier s'en servait pour ranger ses pierres, etc. Je ne sais pas, en tout cas. Mais comme je vous dis, moi, je ne lui aurais pas donné une classification supérieure, loin de là. Bon, maintenant, je vous amène à l'île du Port. Alors, le véritable peuplement à l'île du Port a commencé en 1699 avec l'arrivée d'un contingent en provenance de Champlain à Mauricie. Le nom de cette municipalité rappelle que le premier seigneur de l'île en 1672 était Pierre Dupas, qu'un officier du régiment de Carignan, arrivé au Québec en 1665. Il était déjà installé sur l'île en 1669 avec deux serviteurs. Alors, le territoire de l'île du Pas a une vocation bicéphale, si on veut. Alors, il y a quand même une vocation agricole assez importante et également une vocation résidentielle. Ce qu'on voit sur la photo, c'est typique de l'agriculture aux îles, c'est-à-dire que les cultivateurs amenaient leur bétail paître sur les îles environnantes parce que c'était plus verdoyant chez le voisin, t'imagines? Alors, ils les transportaient dans ce chaland en métal qui faisait la navette entre les îles.
C'est aussi, l'île du Pas, c'est un endroit réputé pour ses outardes, ses canards et ses pâturages qui en font un endroit privilégié pour la chasse. Maintenant, je vais vous montrer l'église de l'île du Pas. Oups, non, le premier maire au 20e siècle de l'île du Pas, ça a été M. Joseph Joinville, qu'on voit ici. Il semble-t-il qu'on me dit qu'il y a encore des descendants de M. Joinville qui habitent à l'île du Pas. Bon, voici l'église de l'île du Pas. Je vais vous raconter une légende qui circule aux îles, qu'il y aurait eu dans l'église un prêtre fantôme qui célébrait la messe durant la nuit. Un jour, ou plutôt un soir, un homme nommé Jacques Valois a suivi la cérémonie une nuit et le prêtre lui a révélé qu'il expiait pour une messe qu'il avait trop rapidement célébrée. Alors, cette expiation devait se poursuivre jusqu'à ce qu'il trouve un servant de messe. Sa pénitence fut donc terminée à cause de la collaboration de M. Valois, dont la famille a connu, semble-t-il, un sort heureux par la suite. Alors, cette fameuse église date de 1852 et son architecte n'a été nul autre que Victor Bourgault, qui est originaire de Lavaltrie, qui a fait l'église de Lavaltrie. Il a fait également l'église de l'île du Pas. C'était une des rares églises que M. Bourgault a fait en briques. Alors, c'est une église qu'elle a fait dans le style gothique, comme on peut voir. Ici, vous avez le tympan ou l'imposte au-dessus de la porte des portes principales qui est en forme d'ogive. Même dans les panneaux des portes, vous avez des ogives et vous avez une insertion en pierre qui a été mise dans la brique qui est en forme d'ogive également. Et les fenêtres latérales le sont également. Il y a dans la base du clocher, il y a une niche avec la statue de la Vierge. Il faut dire que la visitation, ça fait référence au fait que la Vierge Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth, je crois qu'elle est son nom, qui était enceinte de Saint Jean-Baptiste. Bon, ici vous avez une vue du clocher. Vous voyez, remarquez, il y avait du chaînage en pierre de taille sur les coins des clochetons et sur les coins de la base du clocher principal. Le clocher principal a été rajouté, imaginez, seulement en 1904. Ça fait que l'église a passé presque 50 ans sans clocher. Voici la rosace avec une insertion en pierre également autour de la rosace et le chaînage en pierre de taille comme je l'ai mentionné tantôt. L'intérieur de l'église a été restauré ces dernières années. Ici, on voit l'ancien aménagement où il y avait des bancs dans l'église et maintenant, ces bancs ont été enlevés, de même que la balustrade entre la nef et le chœur pour faire place à un espace plus multifonctionnel. Et voici le chœur en forme d'ogive également. Voici un jubé à l'arrière avec un orgue. Il faut que je vous parle de cet orgue-là. Cet orgue-là vient d'une église de Sherbrooke. Il avait été acquis par la fabrique de l'île du Pas parce que l'église de Sherbrooke voulait s'en départir pour s'acheter un orgue nouveau, un orgue Casavant, évidemment. Alors, c'était une église protestante, l'église qui s'appelait Plymouth Congregational Church de Sherbrooke. Alors, il semble que cet orgue-là a une valeur patrimoniale assez importante, mais il semble-t-il que la fabrique manquait de fonds pour la faire restaurer, mais c'est quand même un beau trésor qui dort dans l'église de la Visitation de l'île du Pas.
Maintenant, je vais vous amener visiter 3 maisons. Des belles maisons situées dans le rang de l'île du Pas face au Chenail. Alors, la première, c'est située au 420, rang de l'île du Pas. C'est une maison qui date de 1842, avec évidemment un revêtement, comme vous pouvez voir, en briques. Et je vais vous la décrire sommairement. C'est un toit courbé, en tôle agrafée. Il y a 3 lucarnes à pignon. Et les fenêtres ont des chambranles moulurées et c'est des fenêtres à grands carreaux. Il y a des très jolies colonnes sculptées qui supportent le toit au-dessus de la galerie. Il y a également des cadres de fenêtres très en bois, très ouvrés au-dessus autour des fenêtres. Et aussi autour de la porte d'entrée principale, qui est une porte vitrée avec un imposte vitré au-dessus. Ce qui est remarquable, c'est le garde-corps, qui est vraiment, comme j'ai mentionné dans la première conférence sur Berthier, qui est typique de la région, c'est-à-dire un garde-corps sans barotin, simplement quelques poteaux sculptés qui supportent la main courante, avec des têtes de colonne un peu dans le même style que l'aménagement du garde-corps. Ça, c'est la porte d'entrée. Remarquez des très jolis cadres de portes, de fenêtres plutôt sculptées. Des fenêtres à grands carreaux. Bon, ceci, c'est l'autre maison, de 740 de l'île du Pas. C'est une grande maison, comme vous pouvez voir, il y a quand même 5 fenêtres sur la façade principale, plus la porte à double battant. C'est une fenêtre avec un toit mansard, hein, comme vous pouvez voir, en tôle, en panneau, en plaque de tôle, c'est-à-dire, avec 3 lucarnes, avec un toit arrondi et des cadres sculptés. Alors, encore là, vous voyez des colonnes sculptées qui supportent le toit au-dessus de la galerie. La même chose pour le garde-corps typique de Dautré, comme j'ai dit, avec des poteaux avec des sculptures sous la main courante. Ici, une magnifique porte d'entrée à 2 battants, avec une partie vitrée en arc de cercle et une espèce de grillage en fonte qui préserve la sécurité des lieux. Et un petit imposte vitré au-dessus. Ici, voici un gros plan des lucarnes, comme j'ai dit tantôt, avec un toit en arrondi et un cadre sculpté. C'est des fenêtres à grands carreaux. Vous voyez, il y a des consoles qui supportent l'avancée du toit aussi. Et il y a même une galerie à l'arrière de la maison qui est un peu dans le même style que la galerie à l'avant. Et remarquez les consoles qui supportent le retour de corniche sur une façade latérale. Bon, maintenant la dernière maison, c'est le 370 du rang de l'île du Pas, qui a été construite en l'an 1800. Dans le plus style traditionnel québécois, c'est une maison très simple, je dirais, recouverte de planches de bois que je soupçonne à être peut-être pas les planches d'origine, par exemple, parce que je pense que les planches d'origine étaient plus larges que ça. Alors, il y a un cadre de fenêtres très simple, très rudimentaire, je dirais, avec des fenêtres à grands carreaux. La porte également est très simple, avec une porte à panneaux vitrés et un imposte au-dessus. Et la galerie fait les 2 côtés de la façade. Et avec des poteaux tournés, qui supportent le toit de la galerie. Bon, maintenant je vous amène voir le dernier bâtiment de la journée. C'est un bâtiment d'exception à l'île du Pas, c'est l'ancien presbytère, situé évidemment à côté de l'église, sur la rue de l'église. Construit en 1800.
1837, il a été transformé il y a quelques années, semble-t-il, en résidence privée. On raconte qu'au début de la paroisse, quand le curé habitait le presbytère, il prenait les formulaires, les registres de mariage, de baptême, et il les collait sur les murs intérieurs du presbytère, un peu comme on ferait avec du papier peint. Évidemment, on a eu beaucoup de misère à décoller même certains actes légaux qu'on n'a pas pu décoller, qu'on a ainsi perdu. Alors, cette maison a un toit mansarde de style Second Empire. Je dirais que le fait que ce soit que la partie inférieure du toit mansarde soit comme ça, un peu courbée, je pense que c'est ça qui détermine si c'est de la période Second Empire. Alors, évidemment, la maison, les murs extérieurs sont en bois long, avec évidemment des fenêtres à grands carreaux. Voici une autre façade de la maison. Alors, il y a quand même de belles grandes fenêtres et il y a plus qu'une porte d'entrée. Il y a des bâtiments derrière qui ont l'air d'être en bon état. Voici une des portes à panneaux et à vitrage avec un imposte vitré au-dessus de la porte. Il y a des poteaux qui sont tournés, un peu comme dans toutes les maisons de cette époque-là. Et voici, on voit très bien le toit mansarde avec cette lucarne à toit arrondi. Et c'est ça, là on voit un gros plan. C'est un toit à baguette, hein? C'est pas des joints agrafés, c'est une baguette qui est installée sous le métal. Le métal vient recouvrir la baguette. Et remarquez que sous la corniche, il y a des consoles qui supportent la corniche, avec en alternance une grande console et une petite console, séparées par deux denticules. Et les fenêtres à carreaux, comme j'ai dit tantôt, abattant. Et la main courante typique de Dautré, et non seulement Dautré, mais aussi de l'île du Pas. Bon, alors ici, c'était la porte d'entrée principale du presbytère, et je pense qu'il y a un petit ajout qui avait été fait ici, sur le côté, je crois, en briques. Alors, on voit ici les magnifiques toits, le corniche, les consoles sous l'avancée du toit. Alors, cette photo met fin à la conférence d'aujourd'hui. Alors, je vous ai présenté 14 bâtiments de classe supérieure et 5 classés exceptionnels. J'espère que mes propos auront servi à vous ouvrir grand les yeux quand vous passerez devant ces trésors que nous ont légués nos ancêtres. L'âge moyen des bâtiments qu'on a vus aujourd'hui, c'est environ 200 ans, ce qui n'est pas rien. Et j'espère que dorénavant, les municipalités qui ont le droit de vie et de mort sur ces magnifiques bâtiments vont suivre les recommandations du rapport de 2013, parce qu'il faut savoir que le rapport de 2013 mentionne souvent que parmi les meilleurs, les plus beaux bâtiments, il recommande aux municipalités d'interdire la démolition de ces bâtiments-là. Ce qui n'a pas empêché l'année dernière la ville de Berthierville de vouloir démettre un permis de démolition du couvent des Dominicaines, même si dans le rapport des architectes de 2013, on recommandait à la municipalité de protéger et d'interdire la démolition de ce fameux couvent. Alors, il faut être vigilant si on veut que nos municipalités veillent à conserver et ne surtout pas dénaturer ni démolir ces trésors que nos ancêtres nous ont transmis.